Imaginons une situation très précise, genre vraiment concrète. On s'apprête à prendre une décision critique. Peut-être l'envoi d'un email qui peut, je sais pas, redéfinir toute une carrière. Ou alors un choix financier hyper risqué. Ouais, un moment de haute pression typique. Exactement. Et là, que se passe-t-il physiquement, Ja? Le cœur s'emballe, la respiration devient super courte, l'estomac se noue, on a les mains moites. Biologiquement parlant, le corps réagit exactement comme si un prédateur mortel était sur le point de bondir. Sauf que, y a pas de prédateur. Il y a qu'un écran, un clavier et des pixels. C'est fou quand on y pense. Mais oui, la question qui se pose alors est fascinante. Pourquoi notre matériel biologique, qui est quand même de pointe, pourquoi il bug de manière aussi spectaculaire face à de simples concepts abstraits? Eh ben, c'est vraiment le paradoxe fondamental de notre époque. On a tendance à aborder l'esprit humain, surtout dans ces fameux moments de haute tension, comme une sorte de boîte noire mystérieuse. On croise les doigts en espérant qu'elle fonctionne quand la pression monte. Genre, s'il te plaît, ne me lâche pas maintenant. Voilà, c'est ça. Mais la perspective change radicalement si on arrête de voir le cerveau comme un mystère psychologique pour le considérer plutôt comme une machine d'ingénierie pure et dure, mais qui malheureusement nous a été livrée sans son mode d'emploi. Et le but de cette exploration en profondeur aujourd'hui, c'est justement de rédiger ce fameux mode d'emploi. L'idée, c'est pas de faire de la philosophie abstraite ou de trouver des mantras un peu perchés pour supporter le stress de la vie moderne. Non, pas du tout. L'objectif est purement pragmatique. On veut comprendre les rouages, les câblages et surtout découvrir les commandes manuelles pour reprogrammer l'esprit en temps réel. Il s'agit de cesser d'être la victime des surchauffes de notre propre système pour en devenir en gros l'opérateur instinctif. Bon, d'accord, décortiquons tout ça. Par où on commence? Mais pour devenir un bon opérateur, faut d'abord ouvrir le capot et examiner le matériel de base. L'architecture de notre prise de décision, elle repose sur une séquence immuable. Ok, je t'écoute. D'abord, on a un mode de perception pour capter les données du monde extérieur. Ensuite, un mode de fonctionnement pour analyser cette réalité. Et enfin, un mode d'application pour dicter une réaction. Mais là où la mécanique devient complexe, c'est que ce processus n'est pas géré par un seul processeur central. Ah oui, c'est géré par ce fameux concept, le cerveau triunique. Exactement. Ce qui est fascinant ici, en fait, c'est qu'on a 3 centres de commande distincts qui cohabitent dans la même boîte crânienne. Et ils ont des âges évolutifs très différents. Donc c'est pas un système unifié à la base. Pas du tout. Tout en bas, on a notre matériel le plus ancien, le cerveau primaire, qu'on appelle aussi le reptilien. Sa programmation est super rudimentaire, mais d'une efficacité redoutable. C'est l'instinct de survie pur, c'est ça. C'est ça. Assurer la survie immédiate, gérer la reproduction, maintenir l'intégrité physique et la cohésion de base du groupe. Au-dessus de ça, l'évolution a ajouté le cerveau limbique. Le siège des émotions. Tout à fait. Il agit comme le grand centre de tri des émotions et de la mémoire. Et enfin, la couche la plus récente, le néocortex. Ça, c'est notre superordinateur. Il gère le langage, la projection dans le futur, l'analyse complexe et la conscience de soi. Pour bien visualiser comment cette équipe un peu improbable interagit, il y a une allégorie mécanique super parlante. Tu sais, l'analogie de l'expédition dans la jungle. Ah oui, elle est excellente celle-là. Imaginons une expédition au cœur d'une jungle extrêmement dense. On a 3 rôles distincts. Le premier explorateur grimpe au sommet de l'arbre le plus haut, il observe l'horizon, il pointe le doigt vers une montagne au loin et dit le cap est par là. Ce premier rôle, c'est notre cerveau primaire. C'est ça, il donne la direction pure sans réfléchir. Et une fois la direction donnée, le relais est pris par l'équipe logistique. Le deuxième explorateur prépare l'équipement, il aiguise les machettes, rationne l'eau et fournit l'énergie, la motivation nécessaire pour avancer. Et ça, ce moteur intérieur, c'est l'association du limbique pour le carburant émotionnel et du néocortex pour la planification technique. Exact. Et le troisième rôle, alors, c'est l'exécution physique. C'est l'explorateur qui prend la machette et qui, pas après pas, taille la végétation pour créer le chemin. Ça, c'est notre corps, notre système sensoriel qui interagit directement avec la matière. Une direction, une gestion, une production. Franchement, c'est un organigramme d'une grande fluidité. Sur le papier, la machine est parfaite. Ouais, sauf que là, je suis obligée de faire une pause et de poser la question qui s'impose. Si on regarde cet organigramme de manière rationnelle, ça heurte de plein fouet notre bon sens. Ah bon? Comment ça? On nous répète depuis toujours que ce qui distingue l'humain, c'est sa capacité d'analyse, sa logique, quoi. Donc, logiquement, on s'attendrait à ce que le grand patron de l'expédition, celui qui fixe le cap, ce soit le néocortex, notre processeur le plus avancé.
Pourquoi confier la direction ultime, le volant de notre machine, au cerveau primaire qui est de loin notre composant le plus primitif? C'est l'erreur de diagnostic la plus courante. Et c'est précisément là que réside la majorité de nos pannes modernes. Ah ouais? Ouais, parce que le néocortex, c'est un outil de calcul fantastique, ok? Mais il est super lent, extrêmement gourmand en énergie, et surtout, il est incapable de lâcher prise. Ah, il cogite en boucle. Exactement. Le cerveau primaire, en revanche, il interagit avec la réalité présente de manière instinctive et sans le moindre effort conscient. Quand on confie la direction au cerveau primaire, l'action est hyper fluide. Et du coup, que se passe-t-il quand l'un des deux autres tente de prendre le rôle du chef? Genre si le néocortex veut diriger. C'est le crash système garanti. Si le système limbique prend les commandes de la direction, la machine est ballottée par des tempêtes émotionnelles irrationnelles au moindre coup de vent. L'ascenseur émotionnel constant, quoi. Voilà. Et si c'est le néocortex qui tente de diriger, il fait ce qu'un ordinateur fait face à trop de variables inconnues. Il surchauffe. Il tombe dans la paralysie par l'analyse, la rumination constante du passé et la terreur absolue des scénarios futurs. Donc il bloque. Complètement. Dans un moment de pression intense, le limbique et le néocortex paniquent parce qu'ils ne supportent pas l'incertitude. Le cerveau primaire, lui, il connaît ni le passé ni le futur. Il gère l'immédiat. C'est le seul pilote automatique capable de garder le cap sans s'épuiser. Ok, donc le prérequis matériel, c'est de laisser le pilote instinctif aux commandes. Mais ça soulève un autre problème mécanique fondamental. Si notre cerveau primaire est une machine d'adaptation aussi parfaite, forgée par des millions d'années d'évolution pour nous garder en vie, pourquoi il s'effondre lorsqu'un simple tableau Excel affiche une baisse de rentabilité? Très bonne question. Cela nous amène au deuxième grand concept de ce manuel pragmatique: comprendre le terrain sur lequel la machine évolue. C'est cette fameuse distinction chirurgicale entre la vraie vie et la vie sociale. Et ça, c'est vraiment la clé de voûte de toute notre architecture psychologique. Pour que le cerveau primaire fonctionne correctement, il faut redéfinir ce qui est réel de ce qui ne l'est pas d'un point de vue purement biologique. D'accord, décortiquons ces deux environnements. La vraie vie, dans cette approche, elle n'a rien d'un concept mystique. Non, pas du tout. C'est notre ligne de base biologique. C'est notre état par défaut forgé par l'évolution. Concrètement, c'est quoi le DROS? C'est la connexion avec la nature, le partage de ressources, la protection de la famille, le plaisir sensoriel de manger, la chaleur d'un abri. C'est exactement ça. C'est l'environnement natif du cerveau primaire, celui pour lequel il est parfaitement calibré. Quand cette ligne de base est nourrie, le système signale que tout va bien. Et la vie sociale alors? Eh bien, par-dessus cette couche de base, l'humanité a déployé une immense mise à jour logicielle, une superstructure cognitive qu'on appelle la vie sociale. Et il faut être très clair sur ce point. La vie sociale, l'argent, les horaires, les structures d'entreprise, la bourse, les statuts hiérarchiques, tout ça, c'est une création humaine formidable. Ouais, c'est un jeu complexe inventé pour qu'on puisse collaborer à grande échelle. Voilà. Et c'est là le point de rupture, ça reste un jeu totalement artificiel d'un point de vue évolutif. Le cerveau de base, il ne comprend pas nativement le concept d'inflation ou de licenciement économique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le problème n'est donc pas l'existence de cette vie sociale, mais le fait que nous avons collectivement oublié qu'il s'agissait d'un environnement artificiel. C'est pile ça. Et les conséquences physiologiques, elles sont désastreuses. Si on regarde la situation globale, l'immense majorité des gens subissent la vie sociale comme si c'était une réalité biologique mortelle. C'est vrai que la réaction corporelle est disproportionnée. Totalement. Lorsqu'un projet professionnel échoue ou qu'un investissement plonge, le néocortex analyse cette donnée abstraite et l'envoie au système d'alarme limbique avec la même intensité que s'il signalait la présence d'un tigre à dents de sabre. Et boum, crise de panique. Le corps réagit avec une poussée massive de cortisol. Le rythme cardiaque explose. L'estomac se noue. C'est pas un simple stress. C'est un conflit de code majeur. On force notre matériel de survie primitive à traiter des problèmes artificiels inventés par la société moderne. C'est là que le mode d'emploi devient d'un pragmatisme implacable. Il ne s'agit pas de rejeter la vie sociale, de fuir dans les bois pour échapper au capitalisme, ou d'abandonner toute ambition, on est bien d'accord. Ah non, ce serait une fuite. L'objectif, c'est de cloisonner le système. Faut délibérément traiter la vie sociale pour ce qu'elle est, un formidable outil, un jeu aux règles malléables. On y joue pour bâtir du confort, de la sécurité, de la liberté, mais on ne lui permet jamais, sous aucun prétexte, de déclencher les alarmes de survie de notre ligne de base biologique. L'angoisse, en fait, elle naît de la confusion entre l'outil et l'opérateur. En séparant ces deux environnements, la pression redescend instantanément. Donc, les enjeux professionnels deviennent juste des problèmes techniques à résoudre. Exactement.
Des problèmes à résoudre avec calme et non plus des menaces existentielles. Du coup, l'énergie gigantesque autrefois gaspillée dans la panique physiologique devient disponible pour l'analyse lucide et la prise de décision. Ok, je comprends. Intellectuellement, comprendre que la vie sociale est un jeu abstrait, c'est une excellente base. Mais descendons sur le terrain. Face au mur à 3 heures du matin, quand tu dois régler une crise majeure et que ton cœur bat à rompre à cause d'une angoisse bien réelle, la philosophie, ça suffit plus. Ah bah non, clairement pas. Quelle est la procédure d'urgence? Comment on reprend physiquement le contrôle de la machine quand l'alarme est déjà déclenchée? Eh bien, il faut observer le schéma d'erreur par défaut pour pouvoir le pirater. Quand un événement extérieur complexe survient, le circuit habituel, c'est le suivant. L'événement génère d'abord une émotion abstraite, souvent la peur ou la frustration. D'accord, l'émotion d'abord. Ensuite, cette émotion descend dans le corps et provoque une sensation physique, cette fameuse boule au ventre ou cette tension dans les mâchoires. Et cette sensation désagréable, elle pilote inévitablement une réaction désastreuse, souvent agressive, précipitée ou complètement paralysée. Donc on a émotion d'abord, sensation ensuite et réaction à la fin. Voilà, c'est la boucle de l'échec. Et la séquence de reprogrammation impose d'inverser totalement la chronologie de ce circuit. Au lieu de laisser l'émotion dicter la sensation, le manuel préconise d'utiliser nos sens physiques pour forcer une sensation agréable qui va à son tour imposer une émotion de calme, générant ainsi une réaction lucide. Sens, sensation, émotion, réaction. C'est de l'ingénierie biologique pure, tu vois. Le corps dispose de voies d'accès directes vers le cerveau primaire, nos sens. Le goût, l'odorat, le ouïe, le toucher. Et comment on s'en sert au juste? Si on stimule positivement l'un de ces sens, le corps libère mécaniquement un flux de neurotransmetteurs de bien-être, comme la dopamine ou l'ocytocine. Attends un instant. Je me dois de faire l'avocat du diable ici. Vas-y. Si on écoute cette mécanique, tu es en train de dire que face à une crise professionnelle qui pourrait, genre, détruire une entreprise, le simple fait de respirer un parfum agréable ou de s'asseoir dans un fauteuil hyper ergonomique, ça peut désactiver une crise de panique psychologique profonde. C'est ça. Ça ressemble à un raccourci terriblement simpliste face à des enjeux aussi lourds, non? Je sais, ça paraît complètement contre-intuitif, mais c'est parce que nous surévaluons l'intelligence abstraite de notre système d'alarme. C'est-à-dire? Le cerveau primaire, il lit pas les bilans financiers, il lit l'environnement immédiat. S'il perçoit de la tension physique, il crie au danger. Mais si en pleine crise abstraite, l'environnement physique envoie un signal sensoriel puissant de confort et de plaisir, par exemple une odeur familière et apaisante, ou un goût agréable en bouche, une chaleur réconfortante, Un truc basique, quoi. le cerveau primaire, il fait une déduction extrêmement basique. Il se dit « mon environnement immédiat est très agréable, je ne suis donc pas attaqué. Il n'y a pas de prédateur ». L'afflux de neurotransmetteurs va alors physiquement court-circuiter l'alarme du système limbique. Ah, je vois. Le niveau de cortisol chute, l'illusion d'une menace mortelle se dissipe et le néocortex peut enfin reprendre son travail de calcul avec lucidité. C'est une méthode de piratage incroyable. C'est un peu comme le système de sécurité d'un immense bâtiment. L'alarme hurle, les gyrophares clignotent rouge parce qu'un capteur a cru détecter une intrusion. Plutôt que de paniquer en cherchant le manuel technique pour trouver le code de désactivation, on se branche directement sur le système sonore et on diffuse une musique d'ambiance calme et rassurante à plein volume. L'analogie est parfaite. On trompe les senseurs internes. Le système de sécurité s'auto-désactive parce que les capteurs lui indiquent que tout va bien. C'est exactement ça. Et pour que ce piratage d'urgence soit pleinement efficace au moment critique, l'infrastructure doit être entretenue. C'est là qu'interviennent les routines d'entretien de notre ligne de base biologique. Ce que l'on pourrait appeler des actes de maintenance de la vraie vie en fait. Ce ne sont pas du tout des tâches de productivité, ce sont des actions presque égoïstes dont le seul but est de prouver au système primaire qu'il est en sécurité. Tu as des exemples en tête? Bah ouais, par exemple, marcher seul dans la nature, sans itinéraire ni chronomètre, juste pour le mouvement corporel. S'enfermer et regarder un film d'une traite sans jamais vérifier un écran secondaire. Très dur à faire aujourd'hui ça. C'est clair. Ou encore, plonger dans une tâche manuelle ou geek, très minutieuse, juste pour le plaisir abstrait de résoudre un micro-problème sans enjeu. Ou même nettoyer et organiser son espace physique de manière quasi chirurgicale. Ces actions envoient un message puissant en arrière-plan. La machine a le temps et les ressources de s'occuper d'elle-même. Elle n'est pas en mode survie. C'est ce qui crée le coussin amortisseur nerveux nécessaire pour affronter la vie sociale ensuite. Mais du coup, ça nous amène inévitablement à un obstacle majeur. Si ce piratage sensoriel est aussi puissant et si la maintenance préventive est si simple à mettre en place, pourquoi on a tous cette impression tenace que le système résiste ?
Pourquoi on retombe si facilement dans l'anxiété et l'autosabotage, comme si notre disque dur était corrompu de l'intérieur? Du coup, ça soulève une question super importante. C'est parce qu'il y a des programmes qui tournent en tâche de fond. C'est la dernière étape du mode d'emploi, la mise à jour logicielle et la suppression des lignes de code héritées, ce que l'on appelle souvent les habitudes de pauvreté. Et précisons-le tout de suite, la pauvreté ici dépasse de très loin la simple question du compte en banque. Complètement. C'est un état de rareté mentale. Ce sont des certitudes obsolètes implantées dans notre mémoire durant l'enfance, par nos figures d'autorité, la culture ou nos premières expériences. Pour reprendre l'analogie informatique, ce sont des vieux logiciels obsolètes ou des malwares qui consomment toute la bande passante de la machine. Prenons un exemple classique. La croyance profondément ancrée qui dit que l'argent et le succès exigent de la souffrance, ou que le monde professionnel est une zone de guerre. Simplement décider de supprimer ces codes par la seule force de la volonté ou en récitant des pensées positives le matin devant son miroir. Ouais, la pensée magique, ça marche pas des masses pour ça. Pas du tout. Le cerveau est pragmatique. Il fonctionne sur la base de la conviction par la preuve. Ces anciens programmes y sont soutenus par de multiples expériences passées. L'analogie de la table est super visuelle pour comprendre ça. Ah oui, la table. Ouais. Une croyance, c'est comme le plateau d'une table. Les pieds de cette table, ce sont les références, ce qu'on nous a dit, ce qu'on a vu. C'est ça. Si on a vu ses proches rentrer épuisés et frustrés de leur travail pendant 20 ans, le système a enregistré ça comme une preuve indéniable, un pied de table très solide pour soutenir la croyance que le travail est une souffrance. Alors, comment on déploie le correctif? Comment on brise cette table pour écrire un patch logiciel capable d'écraser un code aussi ancien? Il faut fournir à la machine de nouvelles données tangibles. Il faut accumuler consciemment et volontairement de nouvelles références qui viendront valider la nouvelle conviction que l'on souhaite installer. Donc on construit une nouvelle table avec de nouveaux pieds. Exactement. Si la conviction visée, c'est « je peux résoudre des problèmes complexes tout en restant serein et détendu », il faut que la machine en trouve la preuve dans le monde physique. Il s'agit de fragmenter les défis, d'utiliser le piratage sensoriel dont nous avons parlé pour rester calme face à une petite tâche sociale, puis de noter ce succès, de mesurer ce résultat. Un petit pas après l'autre. Voilà. Jour après jour, l'accumulation de ces nouvelles preuves tangibles va créer une architecture neuronale plus solide que l'ancienne croyance. Le nouveau logiciel écrase l'ancien. Mais qu'est-ce que tout cela signifie au fond? C'est un changement de paradigme fascinant. Ça signifie que l'identité de l'opérateur n'est pas fixe. On a souvent tendance à dire qu'il faut forcer, serrer les dents pour atteindre la performance, et qu'ensuite, une fois la victoire acquise, on pourra enfin se détendre. C'est ce qu'on nous vend partout. Grave. Mais cette approche retourne totalement le concept. L'échec face à la pression ne vient pas d'un manque de volonté, mais du fait que la version de nous-mêmes capable de réussir avec fluidité n'a pas encore été pleinement installée. C'est joliment dit. On ne devient pas performant en tordant sa nature. On le devient en reprogrammant d'abord sa ligne de base pour être calme, aligné et pour que la performance extrême devienne l'expression naturelle, presque secondaire d'un système qui fonctionne de manière optimale. C'est la synthèse parfaite de cette ingénierie mentale. En remettant le pilote évolutif, le cerveau primaire, aux commandes, en ne laissant plus le jeu artificiel de la société menacer nos impératifs biologiques, en utilisant nos capteurs physiques pour désamorcer les alarmes limbiques et en patchant nos vieux codes par l'accumulation de preuves. Tout un programme. Ouais, mais la pression moderne cesse d'alors d'être une fatalité écrasante, elle devient un simple paramètre extérieur à gérer. C'est un manuel d'instruction exigeant mais d'une clarté absolue. On a vraiment vu comment reprendre le contrôle de la machine. Et ça soulève, pour conclure notre exploration d'aujourd'hui, une réflexion particulièrement déstabilisante pour ceux qui nous écoutent. Ah, laquelle? Si la grande majorité de nos angoisses professionnelles proviennent d'une mauvaise interprétation d'un jeu social purement inventé, et s'il suffit parfois d'un réglage ergonomique de fauteuil ou d'un puissant stimulus olfactif pour pirater notre propre alarme de terreur existentielle, Ouais. quelles autres règles absolues et soi-disant insurmontables de notre existence ne sont en réalité que des erreurs de codage de notre esprit qui n'attendent que notre intervention consciente pour être définitivement effacées du système?